j'ai pensé que c'était, comment dire, utile de parler un peu comment la précarité, d'autant plus dans cette période de Covid, comment elle s'exprime. Donc, dignité et Covid, vous avez la parole, ma chère amie, pendant un quart d'heure. Donc effectivement, je vais partager avec vous surtout des réflexions sur la dignité et puis comment, dans quel sens je l'applique. Enfin, en tout cas, on essaie de l'appliquer pour des personnes qui peuvent être en situation de précarité. Et puis quelques éléments sur le Covid, ce que ça a changé dans cette prise en compte de la dignité. Donc la dignité, c'est le respect que méritent les personnes. Et je me suis fait la réflexion que pour nous, ça commence déjà à l'accueil de l'hôpital, puisqu'à l'accueil de l'hôpital, eh bien, c'est un hôpital de l'assistance publique dans lequel on a donc une permanence d'accès aux soins de santé pour les personnes les plus vulnérables. Mais dès l'accueil, il y a un système de sécurité. C'est les personnes qui s'occupent de la sécurité incendie, mais qui font quand même un petit interrogatoire euh, pour savoir qui sont les gens, pourquoi ils viennent, est-ce qu'ils réellement ils ont rendez-vous avec le médecin. Donc dans un dans un hôpital de l'assistance publique où a priori normalement le service est ouvert, l'accueil est ouvert, déjà là on met un petit peu des barrières à l'accueil. C'est aussi le nom des personnes que l'on n'arrive pas à comprendre, que l'on écorche. C'est un regard déplacé ou c'est des personnes qui vont être mises à l'écart et qui vont avoir un parcours un petit peu différent des autres patients dans l'hôpital. Et puis parfois en réunion avec avec mes collègues des autres services, on nous parle de nos patients de la PAS, comme s'ils étaient mis à part du fait de leur particularité. Quand on est en consultation avec ces personnes précaires, ben, leur porter attention et c'est surtout essayer de comprendre le contexte dans lequel ils sont, le contexte de vie, est-ce qu'ils ont un hébergement, est-ce qu'ils ont de la facilité pour manger, pour s'alimenter correctement, c'est essayer de comprendre leur culture, d'où ils viennent. Et puis ben, aussi comprendre que parfois ils ne parlent pas français. Parfois, ils parlent le français, ils comprennent oralement le français, mais ils ne sont pas capables de l'écrire, ils n'ont pas appris à le lire ou à l'écrire. Et donc, ben, ça prend du temps. Ça prend du temps de comprendre la personne pour, dans un deuxième temps, pouvoir faire une consultation médicale dans de bonnes conditions. Donc, c'est une attention particulière qu'il va falloir porter à ces personnes. Et je suis toujours un petit peu... je me questionne toujours sur le fait de connaître les antécédents ou pas des patients. J'en discute pas mal avec mes étudiants. C'est vrai que quand on a une personne qui nous est orientée, par exemple, par le service des urgences de l'hôpital du coin, et qu'on voit qu'il est passé 25 fois aux urgences dans les mois précédents pour conduite en état d'ébriété, pour des troubles psychiatriques, pour des crises d'angoisse ou parce qu'il a fraudé auprès de la sécurité sociale et qu'il n'a plus de papier, bah, forcément, quand on va l'accueillir, on a beau faire attention, on a quand même un a priori sur la personne qu'on va avoir devant nous. Et je pense que ce n'est pas toujours une bonne idée de lire tous les antécédents et de prendre à la lettre tout ce qu'il y a écrit sur les comptes rendus des différentes hospitalisations ou des comptes rendus des urgences. On essaye de ne pas être systématique et de s'adapter donc à chaque patient, puisque évidemment bah, la prescription médicale ne sera pas la même pour la même pathologie. Si un patient il est diabétique et qu'il doit avoir de l'insuline, le fait qu'il soit dans la rue sans pouvoir manger et sans pouvoir mettre son insuline au frigo, ça va quand même changer un petit peu les données et notre prise en charge. Donc finalement, bah, ce petit dessin, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu. Pour nous, on n'est pas tellement dans l'égalité, on essaye d'être plutôt dans l'équité. Et pour nos patients les plus fragiles et les patients précaires, finalement, on va devoir faire beaucoup plus. On va devoir leur donner plus de marches et plus d'escaliers pour qu'ils puissent être à la même hauteur que les autres et en tout cas pour qu'ils puissent avoir un parcours de soins qui soit le plus adapté et qui soit aussi efficace et aussi adapté à leur pathologie que pour d'autres personnes qui n'auraient pas de facteurs de fragilité ou de facteurs de précarité.
Alors avec le Covid, nos prises en charge et ce qu'on faisait pour essayer de respecter la dignité des patients, ça a été compliqué dès le départ, dès le premier jour, puisque dès le premier jour du confinement au mois de mars, il y avait une directive, une consigne qui était de fermer toutes les consultations dans les services, dans les hôpitaux, parce que sous-entendu que les consultations n'étaient pas prioritaires. Évidemment, ce qui était prioritaire à ce moment-là, c'était de faire hospitaliser les gens dans des unités spécialisées, voire en réanimation. Mais cette règle-là, elle était difficile à mettre en place dans le cadre des permanences d'accès aux soins de santé, puisque les permanences d'accès aux soins de santé, les PASS, c'est des endroits où l'accueil, c'est le seul accueil parfois, le seul lieu de soins pour des patients. Ils ne peuvent pas aller en consultation de médecine de ville parce qu'ils n'ont pas de couverture sociale ou pour d'autres raisons. Et donc, leur fermer l'accès à l'hôpital, c'était leur fermer directement l'accès aux soins, Covid ou pas Covid. Et donc, il a fallu qu'on négocie. Ça s'est fait plutôt facilement, mais il a quand même fallu qu'on négocie pour laisser le service ouvert et pour pouvoir accueillir nos patients dans des conditions aussi qui respectaient la sécurité, bien sûr, qui ne les mettaient pas en danger eux et qui ne mettaient pas non plus en danger le reste des personnes qui venaient sur l'hôpital. Donc, à l'accueil de l'hôpital, en plus d'avoir le service de sécurité qui contrôlait les allées et venues, il y avait un parcours fléché, il y avait la mise en place du masque, il y avait les mesures barrières, donc qui portent bien leur nom, qui sont bien des barrières, donc, et qui pouvaient donc, dans certains cas, vraiment rebuter les personnes et qu'elles fassent demi-tour. Donc, on a été parfois appelés par l'accueil de l'hôpital. Heureusement, on a un bon lien avec le service de sécurité pour aller discuter directement à l'accueil de l'hôpital avec les patients qui souhaitaient venir jusqu'à notre service et voir avec eux si vraiment, effectivement, ils avaient besoin de voir le médecin et de les faire rentrer, donc traverser l'hôpital pour arriver jusqu'à notre service. Mais du coup, il fallait un petit peu montrer patte blanche, avoir une autorisation. Donc, il fallait finalement que les personnes aient imprimé leur convocation qu'ils auraient reçue par mail. Tout ça donc pour des personnes qui, a priori, n'ont pas toujours de téléphone, jamais d'ordinateur et jamais d'imprimante. On a mis en place des vitres en plexi un peu partout dans l'hôpital. Et ça aussi, c'est évidemment intéressant sur le plan de la sécurité et par rapport à la transmission du Covid. Mais pour nous, c'était quand même vraiment encore un frein supplémentaire, comme si on avait peur des personnes, comme si on avait peur des patients. Et on a dû négocier pour pouvoir continuer à voir les gens en consultation et les examiner et les toucher et leur serrer la main, alors qu'on entendait partout qu'il ne fallait pas serrer la main des gens. Ensuite, on a eu des cas suspects, donc c'était la difficulté de, comme pour tout le monde, ou faire une PCR, mais encore plus parce que ou faire son test de PCR, quand on n'a pas de sécurité sociale, quand on n'a pas de couverture sociale, ça a beau être gratuit dans les laboratoires, il faut quand même avoir une carte vitale. Tout l'enjeu, ça a été de faire en sorte d'éviter que les personnes se présentent aux urgences finalement, avec leur suspicion de Covid. Il était hors de question de les orienter vers les urgences juste pour avoir la PCR, alors que c'était un des rares endroits où ils pouvaient avoir la PCR prise en charge et gratuite. Heureusement, il y a pas mal de services, notamment à l'Hôtel Dieu, où ils se sont mobilisés pour pouvoir faire ces tests-là pour tout le monde, donc couverture sociale ou pas couverture sociale. Évidemment, quand on doit être confiné chez soi et qu'on n'a pas d'hébergement, c'est très très difficile. Donc c'est impossible en fait. Donc on a été amené à faire des certificats médicaux pour dire que les gens vivant dans la rue ne pouvaient pas être confinés et qu'il ne fallait pas les verbaliser, qu'ils ne pouvaient pas avoir non plus une attestation de déplacement dérogatoire 24 heures sur 24. C'était compliqué à expliquer, mais pourtant ça nous paraissait assez évident, mais il a quand même fallu qu'on puisse le justifier. C'était aussi pour des personnes qui avaient le Covid. Vous avez sûrement entendu parler de l'application Covidom qui permettait de rentrer chaque jour les données. Donc le patient lui-même rentrait les données pour savoir s'il était en bon état de santé ou s'il était dans une phase d'aggravation et qu'il fallait qu'il se présente à l'hôpital. Évidemment, nos patients, quand on parle de littératie en santé et quand on parle encore plus d'applications numériques, de e-santé,
les consultations, les téléconsultations pour nos patients, c'était pas possible. Donc finalement, ce qu'il a fallu faire, c'était rappeler tous les jours ou tous les 2 jours nos patients quand ils étaient Covid, quand on avait la certitude qu'ils avaient le Covid, pour justement permettre qu'ils aient un suivi médical optimal, compte tenu des connaissances qu'on avait à ce moment-là, tenant compte du fait qu'ils ne pouvaient pas utiliser les mêmes outils que les autres personnes. Il y avait aussi la question des masques pour des personnes malades ou pas malades, et du coût des masques qui étaient à ce moment-là disponibles en pharmacie. Dans le cadre de la permanence d'accès aux soins de santé, on a l'habitude de leur donner les médicaments. Les médicaments sont gratuits pour les patients, mais là, on avait nous-mêmes tellement de difficultés pour avoir des masques qu'on ne pouvait pas donner des masques aux patients de manière très régulière. On était un petit peu limités nous-mêmes déjà, enfin très limités nous-mêmes. Donc d'autres réflexions qui nous sont venues, on en a beaucoup parlé avec l'équipe, c'était on fait des dépistages un peu systématiques. Là encore maintenant, on propose des PCR à tout le monde. On va proposer de la vaccination aux personnes âgées, aux professionnels de santé. Si on le fait de manière systématique pour nos patients précaires, parce qu'on considère qu'effectivement ils sont dans un état de fragilité, ça revient aussi à stigmatiser la personne. Et dans nos personnes précaires, c'est pas quelque chose d'assez homogène. On a des personnes précaires qui ont un hébergement et qui sont en bon état de santé, puis on a des personnes précaires qui sont effectivement à la rue, qui ont beaucoup de facteurs de risque, et notamment liés au Covid, ou à faire des formes graves de Covid. Donc, il ne faut pas forcément les mettre dans une entité homogène et dire on les vaccine tous, on n'en vaccine aucun. Ça peut être vraiment stigmatisant. Faire des circuits protégés Covid, comme on en a fait, oui, c'est très bien parce qu'il faut qu'on respecte le fait que la circulation, les patients puissent circuler sans prendre de risques. Mais pour nous, ça revient quand même aussi à faire un circuit fléché précarité. Et donc, il faut qu'on reste vigilant par rapport à ça. On est un service où on accueille aussi d'autres consultations, pas que de la passe. Et il y a vraiment une nette différence là dans l'accueil et dans la prise en charge de ces patients-là. Et puis, une autre réflexion, c'était comment on peut adapter et proposer une prise en charge Covid optimale, c'est-à-dire isolement, masque, confinement, à des personnes qui ont des troubles du comportement, qui ont des troubles psychiatriques, qui ont des conduites addictives, qui sont déjà fragilisées par leur état de santé. Est-ce que les consignes sont les mêmes? Est-ce qu'on peut mettre en application ces consignes-là? On a des patients qui étaient dans des centres d'hébergement qui ont littéralement pété les plombs et qui sont sortis de leur centre d'hébergement. D'autres, inversement, qui devaient sortir de leur centre d'hébergement pour aller en consultation, qui ont été confinés et interdiction de sortir de leur centre d'hébergement. Donc, ça a été très difficile pour nous d'adapter les prises en charge et de respecter vraiment la personne et leur parcours de soins. Voilà, donc pour nous, les patients précaires, c'est un contexte, on a l'habitude d'être vigilant pour les accueillir du mieux possible, pour respecter leur personne, leur dignité, leurs différences, ne pas les stigmatiser tout en étant quand même conscient de leur particularité et de la prise en charge que ça implique. Et évidemment, voilà, ces derniers mois, et ça continue, leur dignité a un petit peu été mise à mal. On fait du mieux qu'on peut. Ça nous prend un peu plus d'énergie que d'habitude pour que leur parcours de soins soit le plus optimal possible et que ça corresponde réellement à ce qui pourrait être proposé à n'importe qui d'autre. Voilà, c'était mes réflexions. On pourrait en parler pendant des heures, mais je sais qu'il y en a d'autres qui discutent après.